Votre dossier est retenu. Oh, merci de m'avoir choisi. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce. Le destin, c'est une tartine de merde. C'est pas mes chaussons que vous avez au pied. Vous gênez pas, surtout. J'ai pas le droit d'avoir un petit ami. Non, personne. Faut des règles pour vivre en communauté. Mais on serait que deux. Ça me semble déjà énorme. Bienvenue sur clap.ch, je suis Yvan Kelberat, je suis réalisateur et je viens présenter L'étudiante et Monsieur Henri avec Claude Brasseur et Noémie Schmitt. Alors, bonjour Yvan, on se retrouve donc pour L'étudiante et Monsieur Henri, qui est une pièce initialement que vous avez montée, Oui. écrite, et vous êtes passé du 6e au 7e art. Quels ont été les obstacles, les difficultés, les concessions à faire ? Comme la pièce ne se déroulait pas dans une soirée comme des pièces comme Le Prénom ou Un air de famille, mais sur plusieurs semaines, les critiques avaient dit que c'était déjà une écriture un peu cinématographique. Et c'est vrai que ça m'a permis, qu'il n'y ait pas une unité de temps, d'ouvrir à des nouveaux lieux, de créer des nouveaux personnages et du coup de m'éloigner beaucoup du théâtre. Et je pense qu'aujourd'hui, on sent plus tellement que c'était une pièce de théâtre. Est-ce que le choix des acteurs est venu au moment d'écriture ? Non, moi, généralement, j'écris en pensant aux personnages et les acteurs viennent après. Et c'est vrai qu'après, une fois que le scénario a été prêt, j'ai cherché mon Monsieur Henri. Et je voulais un personnage qui nous soit familier. Parce que je pense qu'on a tous dans notre famille un Monsieur Henri. C'était un personnage très bougon, qui est incapable de dire ses sentiments, qui envoie beaucoup de piques. Et voilà, on a tous cette personne dans notre famille de près ou de loin. Et pour moi, Claude Brasseur, il incarnait vraiment ce papy, parce qu'il nous est familier, parce qu'on le connaît depuis des années, dans Fauteuil d'orchestre, dans La Boum, dans plein de films. Donc c'était pour moi le personnage, l'acteur idéal. Et puis et face à un grand acteur qui faisait son retour, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un rôle comme ça, j'avais envie de jouer la carte de la révélation. Donc j'ai lancé un casting avec ma directrice de casting. Et je suis tombé sur Noémie Schmitt, qui est suisse, et qui est arrivé de Bruxelles, parce qu'il a fait une école de théâtre à Bruxelles. Et je l'ai trouvé fantastique en audition. Et mes producteurs m'ont suivi, et donc on l'a choisi. Et pour les autres rôles qui sont quand même importants, vous avez choisi... Alors, Guillaume de Tonquédec, je pensais à lui depuis le début, en fait. Et parce que pour moi, c'était l'acteur idéal, parce qu'il a réussi à être naïf et tout le temps surpris sans être stupide. Et qu'on s'attache à lui malgré tout. Et donc, parce qu'il est complètement débordé dans ce film, il est toujours... et puis, il lui arrive plein de choses assez touchantes. Et je trouve que Guillaume sait les jouer très très bien, en donnant beaucoup de vérité à son personnage et en même temps beaucoup d'humour, parce qu'il fait des têtes. Il y a une scène à la piscine où il est vraiment très marrant avec son bonnet de bain. Vous me troublez. C'est pas possible, je suis beaucoup trop vieux pour vous. Il a vraiment un gros potentiel comique, cet acteur. Et pareil pour Frédéric Bell, qui joue sa femme, qui est un personnage très typé, une sorte de cousine de Catherine Fro dans Un air de famille, une bourgeoise un peu très croyante et un peu coincée, un peu hystérique, et qui dit toujours la mauvaise chose au mauvais moment, qui se trompe tout le temps. On m'a ouvert l'appétit, ce curé, aujourd'hui. La petite hostie, ça m'a fait comme un gâteau apéritif. Il vit avec une idiote. Paul, le corps du Christ n'est pas un gâteau apéritif. Elle se perd dans un franc-prix. Elle passe pour une idiote, elle n'est pas si idiote que ça, mais elle est toujours décalée, quoi. Parmi les personnages masculins, duquel êtes-vous le plus proche ? Vous avez un peu de Monsieur Henri en vous, un peu de Paul ? Sans doute un peu de Paul, parce que j'ai eu un père difficile. Je me sens proche aussi du garçon de café qui tombe amoureux de Constance. Je me sens proche de Constance aussi. J'ai été un peu... elle me touche beaucoup. En fait, quand on est auteur, on met de soi dans quasiment tous ces personnages. Et moi, je les aime tous. Et sans doute qu'il y a de moi partout. Vous êtes actif au théâtre, vous avez aussi une carrière comme comédien. Est-ce que vous avez une façon de diriger vos comédiens différente du fait d'avoir toutes ces palettes à votre actif ? Alors, j'ai juste pris des cours de comédie, mais j'ai jamais beaucoup joué. Et c'est vrai que j'étais très intéressé par l'art de l'acteur, parce que moi, je fais des films d'acteurs, je fais des comédies, et tout repose beaucoup sur le dialogue, les situations et les acteurs. Donc, il y a la partition, qui est le scénario, et puis il y a l'interprète. Et l'interprète est aussi important que la partition. Donc, moi, j'adore diriger les acteurs et j'adore les emmener le plus loin possible. Et je sais que c'est très insécurisant d'être acteur parce que c'est une grande mise en danger. On est sans arrêt filmé par la caméra et on peut être jugé en permanence. Et c'est des boules d'émotion, les acteurs. Ils ont toujours peur de déplaire, de ne pas être aimés. Et donc, j'essaie de créer un cadre affectif très rassurant pour eux. Et de les emmener vers le meilleur d'eux-mêmes, tout en les responsabilisant, voilà, en essayant de... Voilà, pour moi, ils sont co-créateurs du film,
Et j'essaie de leur laisser vraiment tout un espace de création à eux dans le film. Quand vous dites co-créateurs du film, c'est-à-dire qu'ils ont leur part de suggestion à vous Oui. soumettre? Leur part de suggestion, leur part de création. S'il y a quelque chose qui les gêne, moi je suis toujours ouvert pour en parler. Et puis ce sont des artistes à part entière, donc le cinéma c'est le réalisateur qui signe à la fin, mais c'est vraiment une œuvre collective. Et chaque choix d'acteur emmène le film vers une certaine direction. Et par leur art, par leur présence, par leur intonation de voix, par la manière dont ils interprètent les rôles, ils apportent quelque chose au film et ils le créent avec moi. Votre film parle aussi de sujets d'actualité, malgré cette apparente comédie qui est parfois dramatique. Il y a le problème du logement, le problème des étudiants qui ne peuvent pas forcément trouver à se loger, le problème aussi de la réussite, des parcours qui sont difficiles pour les jeunes actuellement, le problème du couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Il y a des tas de problèmes qui sont assez contemporains. Oui, c'est un film qui parle beaucoup de la vie des gens d'aujourd'hui. À toutes les générations. C'est un film qui s'adresse à la fois aux gens de 20 ans, aux gens de 40 et au troisième âge. Comment réussir sa vie, trouver sa place pour cette étudiante. Comment réussir son couple quand on a 40 ans et qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant, qu'on est sous la coupe d'un père écrasant qui n'aime pas votre femme, ça brûle, comme il dit. Et puis quand on est plus vieux, comment accepter les choix de nos enfants, comment faire un lien avec les générations qui viennent, comment transmettre quelque chose. Et c'est tous ces enjeux-là qui sont dans le film. Comment se loger effectivement quand on est jeune étudiant. Il y a plein de thèmes qui sont des thèmes assez simples mais profonds. Et puis ça parle beaucoup de rapports père-fils, père-fille. C'est vrai qu'on est très conditionné par notre éducation parfois sans même nous en rendre compte. Et le film parle de comment s'émanciper de son éducation et réussir à trouver son propre chemin. Se libérer du carcan en fait. Se libérer du carcan, devenir libre. À propos de transmission, il y a un protagoniste important dans le film, c'est la musique. Parce qu'on comprend que la musique a joué un rôle important dans le couple de M. Henry et de sa femme. En fait, Constance va pouvoir ouvrir une brèche par rapport à ça. Vous pouvez nous parler de la musique, du choix? Oui, la musique, c'est un vrai personnage dans le film. Monsieur Henry, il est veuf et sa femme jouait du piano et il a perdu sa femme il y a 30 ans, mais il n'a pas réussi à se séparer du piano. Donc il y a encore ce piano qui est dans le salon et Constance arrive pour habiter avec lui et comme par hasard, elle sait jouer du piano. Et elle va se mettre à jouer du piano alors qu'il ne veut pas entendre de piano. Je vous ai pas dit que jamais touché à ce piano. Bah, t'adorais entendre maman jouer. T'as intérêt à éviter ce genre de discours rabat-joie, papa. Sinon quoi? T'entendras plus jamais parler de nous. Et tu crèveras seul, comme un chien. Et ça va remuer beaucoup de choses et ça va venir déstabiliser toute cette famille, Monsieur Henry, son fils, sa bru. Elle va mettre une sorte de coup de pied dans la fourmilière et rien ne sera plus jamais comme avant après son passage. Donc pour la musique, vous avez fait appel à... Pour la musique, je travaille toujours avec le même musicien qui s'appelle Laurent Haquenin et qui a composé une musique très belle, très orchestrale, très symphonique. Et il y a plein de morceaux de piano parce que Constance joue du piano. Mais il y a aussi des morceaux plus modernes, The Strokes, The Avener, qui sont des musiques que cette jeune de 20 ans écoute et qui montrent le contraste entre cette jeune femme et ce vieux monsieur. Par rapport à Claude Brasseur, qui a une telle expérience, comment c'était de travailler avec lui? C'était très agréable parce qu'il s'est emparé de ce rôle avec beaucoup de gourmandise, beaucoup de jubilation, beaucoup d'engagement. Il savait son tête sur le bout des doigts. Il était vraiment disponible, souriant, contrairement à Monsieur Henry, qui lui n'est pas souriant du tout. Bonjour. Vous êtes le fils d'Henri. Vous pouvez m'appeler Paul. Elle t'a dit qu'elle était à l'essai? Je sais pas si je vais la garder. Il m'a dit la même chose toute mon enfance. Et d'ailleurs, parfois, à l'image, Claude Brasseur avait tendance à sourire un peu et je lui disais non, surtout pas, Monsieur Henry ne sourit jamais. Et il me disait mais je vais pas sourire de tout le film. Je lui dis peut-être un petit peu à la fin et encore, mais et voilà, parce que parfois les acteurs cherchent à adoucir leurs personnages pour les rendre plus sympathiques, mais Monsieur Henry, il n'a pas besoin de ça. Il faut surtout qu'il soit pas sympathique et on l'aime comme ça. Vous nous avez transposé grâce en fait aux allers-retours de Constance à Orléans. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais Orléans ça a une connotation personnelle. Vous y avez Oui, j'ai été étudiant à Orléans, absolument. Et donc, je connaissais le campus et j'avais envie de tourner dans cette fac. Elle est en pleine nature et c'était pour créer un contraste avec Paris. Et voilà, j'ai vécu quelques années d'étudiant à Orléans qui n'ont pas été faciles au début. Je me suis retrouvé seul, isolé à Orléans, comme Constance au début du film. Pour revenir à Paris, justement, là vous avez choisi aussi un Paris qu'on méconnaît,
un pari, une demeure incroyable. Oui, j'avais pas envie d'un pari de carte postale, j'avais envie d'un pari réaliste. Monsieur Henry, il habite dans le 19e, dans un appartement haussmannien, mais pas non plus le cliché de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, c'est un comptable qui vit dans cet appartement depuis 50 ans et on comprend qu'il a pu acheter ça à l'époque où c'était pas cher et qu'il vit toujours dedans. Donc il est un peu grand, mais il n'est pas non plus immense. Voilà, je voulais quelque chose de réaliste dans lequel on peut s'identifier et dans lequel on puisse croire. Là, vous accompagnez la sortie du film, vous êtes présent en Suisse. Quel est votre rapport avec la Suisse? Je ne connais pas bien la Suisse. Noémie Schmidt m'a beaucoup parlé de la Suisse et m'a beaucoup donné envie d'y aller, de venir. Et c'était pour moi très important de venir avec elle présenter le film ici, dans son pays d'origine, et à Genève, et puis ce soir à Sion, la ville où elle est née. Je trouve que c'est important parce que pour moi, Noémie Schmidt, c'est une révélation formidable. Je pense qu'elle va prendre une place importante dans le cinéma français, qu'elle va devenir quelqu'un de connu en Suisse et en France. Et donc, on assiste là à la révélation d'une artiste. Et je trouve que c'est un moment très précieux. En tout cas, vous êtes reconnaissant de lui avoir confié un rôle aussi important que Constance pour son avènement au cinéma. Je lui suis très reconnaissante aussi parce qu'elle a été au-delà de mes espérances. Elle a été formidable. Franchement, je suis ravi de sa performance. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est l'étudiante, la Constance dont je rêvais. Là, je parlais de vos référents par rapport à la Suisse et par rapport au 7e art. Est-ce que vous avez des maîtres à penser? Ah oui, j'en ai plein. J'en ai plein. Au théâtre, si j'imagine. Oui, moi j'en ai plein. Moi, je suis un fan de Woody Allen, de Chaplin. Je suis un fan de Godard, qui est un peu suisse, je crois, de Truffaut. J'aime beaucoup plus récemment le travail d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri dans leur film Un air de famille, Le goût des autres. Ce sont des films que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi, plus classique, Jacques Audiard ou des gens comme ça. Mais je suis sensible aux gens qui font de la comédie de qualité, comme Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, comme Pierre Salvadori. Ces gens-là, Cédric Clapiche, ces gens me touchent particulièrement parce que moi, j'aime ceux qui prennent le parti pris d'en rire, quoi. Même si le monde n'est pas toujours simple, j'aime ceux qui prennent le parti d'en rire. Mais paradoxalement, la comédie est un genre difficile. C'est un genre difficile, oui, parce que c'est périlleux, on est toujours sur la brèche, on peut rire ou pas faire rire et ça tient parfois à pas grand-chose. Et c'est une mécanique, Bergson disait le rire, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant. Donc il faut beaucoup travailler, faire très attention au rythme, et il faut être inspiré. Et puis là, la sanction est immédiate, on voit tout de suite si ça fait rire ou pas. Donc on ne peut pas tricher en comédie. Mais chez vous, le rythme est imposé par les dialogues qui sont très importants. Oui, je fais un gros travail sur les dialogues. Pour moi, les dialogues sont la base, ce sont les notes de la partition. Et c'est vraiment... J'adore écrire des dialogues et j'adore faire des dialogues percutants. Dans le film, Monsieur Henry, il a vraiment un sens du dialogue qui est vraiment très particulier. Il dit des choses très cinglantes au bon moment. Mais tous les personnages ont de l'humour et de la répartie dans ce film, et c'est ce qui en fait, je crois, beaucoup le plaisir quand on a à le regarder. Il y a aussi ce côté décalé, par exemple, je prends le personnage de Frédéric Bell. Oui, alors elle dit vraiment toujours la mauvaise chose au mauvais moment, donc ça rend toutes ses répliques très drôles. Un humour de situation aussi. Oui, beaucoup. Un humour de caractère et un humour de situation. Mais je pars toujours avant tout du caractère humain, j'aime décrire des caractères humains dans tout ce qu'ils ont de spectaculairement drôle ou dysfonctionnant. Là, on parlait de comédie. Est-ce qu'on va vous retrouver dans des comédies? Est-ce que vous êtes déjà à l'ouvrage? Oui, alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Venise n'est pas en Italie, un roman qui est sorti chez Flammarion il y a pas très longtemps, qui est toujours en vente d'ailleurs, et ça va devenir, qui est un roman drôle et émouvant, un peu dans c'est pas du tout la même histoire, mais un peu dans la veine de L'étudiante et Monsieur Henry. Et je suis en train de commencer l'adaptation, ce sera mon prochain film. Adaptation pour le cinéma? Pour le cinéma, oui. Et on peut en savoir plus de l'histoire? Oui, bien sûr. Alors ça raconte l'histoire d'un jeune adolescent de 15 ans dont les parents teignent les cheveux en blond parce qu'ils le trouvent plus beau comme ça. Et il vit dans une petite ville de province de France. Et en plus, ses parents sont d'une classe un peu moyenne. Son père est représentant de commerce, il fait du porte-à-porte. Et ils n'ont pas encore le permis de construire pour leur maison, donc ils vivent dans une caravane sur le terrain, au bord du trou pour les fondations.
Donc c'est un peu, c'est pas la grosse pêche, tu vois, ils sont un peu, voilà, c'est une phase difficile pour eux. Et ce jeune homme tombe amoureux d'une fille à son lycée qui, elle, vient d'une classe sociale bien plus aisée que lui. Elle est fille de chef d'orchestre, elle joue du violon. Elle l'invite dans sa grande maison et lui a une chaussette trouée, donc il se met pieds nus pour pas montrer sa chaussette trouée. Voilà. Il a tout le temps honte de ses origines, qu'il est, de ses cheveux. Il a peur qu'elle se rende compte qu'il a les cheveux décolorés. Et elle l'invite à venir la voir jouer à Venise, parce qu'elle va faire un concert dans un orchestre de jeunes virtuoses. Et donc il demande à ses parents un billet de train, et ses parents lui disent « Mais non, c'est super, on va tous y aller avec la caravane ». Et ils partent comme ça, toute la famille, pour Venise, et on campera en face de Venise. Et c'est le récit de cette épopée un peu burlesque, et c'est un voyage initiatique aussi pour ce jeune homme qui va vivre son premier amour. Et la différence, la confrontation des classes. Voilà, absolument. On se réjouit de le découvrir. Merci Yvan Calvez. Merci beaucoup. Petit, il était mignon, mais ça s'est beaucoup dégradé. Tu étais en discothèque? Ça se dit plus discothèque maintenant, on dit en boîte. Tu dis n'importe quoi. Tu me dégoûtes. Je me prends que des tôles, je rate tout. Vous n'allez pas attendre d'avoir mon âge pour faire ce qui vous plaît. On n'a qu'une vie, Constance.